Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Cavalerie depuis 2008. En fait, le problème, c'est ce qui est compliqué, pardon, c'est que on se dit oh là là, on est en train de refaire. Donc la cavalerie, effectivement, c'est quand vous vous mettez à vous endetter toujours davantage et vous mettez dans un cercle vicieux dans lequel vous allez vous endetter pour payer vos intérêts. Oui, ça, non, vous allez vous endetter pour payer les gens qui veulent sortir. C'est ça la cavalerie. Donc c'est typiquement, c'est exactement, Madoff, c'est la définition de la cavalerie. Et ça, en soi, c'est ce que font les banques. Les banques centrales, d'une certaine manière, empêchent, en fait, elles rajoutent des étages au Ponzi. Donc le Ponzi, c'est donc vous allez utiliser vos derniers clients qui vous confient leur argent pour payer les premiers. Et du coup, quand les derniers veulent récupérer leur argent, il n'y a plus rien. Et ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle rajoute de la fausse liquidité pour faire « Non, vous inquiétez pas, ça continue. » Sauf que cette fausse liquidité, on essaye de vous faire croire que tout ça, c'est très théorique, vous comprenez, c'est complexe, hein, c'est complexe. Et puis, vous savez, on parle de centaines de milliers de milliards de produits dérivés, c'est des montants notionnels. Les montants notionnels, vous ne pouvez pas comprendre, c'est très, très drôle, parce que c'est dans tous les rapports annuels de banque, donc ils vont vous parler, donc par exemple, le Crédit Suisse a 14 000 milliards de produits dérivés. L'UBS a plus que ça, plus de 20 000 milliards, 11 000, ouais, ils doivent avoir plus de 20 000 milliards de produits dérivés. Et c'est des montants notionnels. Et ils vous expliquent que ces montants notionnels ne sont pas à prendre en compte dans le risque parce que la banque estime, j'ai toujours cette phrase-là, la banque estime que ces montants notionnels ne représentent pas un risque. Alors qu'en fait, ces montants notionnels, en cas de choc, c'est des moments où ces montants vont se réaliser partiellement, et où en fait le notionnel est important. Mais il n'est pas important au jour le jour. Le notionnel, c'est un peu comme si je disais, moi j'ai 100 euros, mais j'ai besoin de 100 dollars, donc on va faire un échange, et puis moi je te donne 100 euros, tu me donnes 100 dollars, et puis je te paye 1 euro ou 1 dollar pour faire cet échange-là. Et puis au bout d'une semaine, on refait l'échange dans l'autre sens. Et donc, eux, ils vont regarder que l'euro qui est échangé, et ils vont pas regarder les 100 dollars qui est le montant notionnel, parce que juste tout ça, c'est pas important. Alors qu'en fait, si, justement, c'est-à-dire que dans les moments où on a des chocs, et où en fait, ça va se réaliser, c'est-à-dire que, parce que moi, j'ai demandé 100 dollars, mais en fait, si le jour où tu veux les reprendre, j'ai besoin de ces 100 dollars. J'en ai besoin absolument, mais j'ai pas nulle part ailleurs où aller les chercher. Ou alors on va les acheter à un coût très élevé. Typiquement, généralement, là, j'arrête pas de dire que depuis ces quelques jours que le problème des banques européennes est libellé en dollars, et du coup la BCE peut rien faire. Il y a pas mal de gens qui me répondent, oui, mais on n'a qu'à changer les euros en dollars. Je sais pas, mais non, en fait, vous voulez changer vos euros en dollars sur des contrats comme ça, vous prenez un haircut, c'est-à-dire qu'on va dire, d'accord, mais ton euro, je vais le prendre avec une dépréciation de 30, 40, 50%. Et c'est pas, quand je dis 30 à 50%, c'est des chiffres réels, hein, c'est des trucs qu'on voit, c'est normal. Parce qu'en fait, on oublie que des gens comme Crédit Suisse sont justement les gens qui ont fait cette promesse de se dire qu'un euro, un dollar, ça pouvait s'échanger, ça pouvait circuler, qu'il n'y avait pas de problème. Ces gens-là vous ont dit non, tu me donnes des euros, je te donne des dollars, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et en fait, cette promesse, depuis 2008, on sait qu'elle n'est pas tenable. Et qu'en fait, ces mêmes gens en fait, n'avaient pas, quand on leur donnait des euros, ils n'avaient pas de dollars à donner, en vrai, derrière. Et donc, au lieu de les laisser s'effondrer, la Fed a dit non, tu as besoin de dollars, je vais te les donner. Mais ce n'est pas gratuit. Ce qui est très paradoxal dans cette histoire des retraites, alors, à mon avis, pour moi, ce problème des retraites, en France, montre en fait qu'on est dans un rapport de force entre le travail et le capital. Un des revenus du travail, qui est justement ces retraites qu'on verse à la fin, est en train d'être attaqué, plutôt symboliquement. Et surtout comparé ne serait-ce qu'à l'ambition de la réforme de Macron encore il y a 2 ans, ou au moment de sa réélection. C'est-à-dire qu'au départ, la réforme des retraites devait être incroyablement plus ambitieuse et douloureuse. Alors, il y a 2 raisons qui font qu'il n'y avait pas besoin qu'elle soit comme ça. C'est que, 1, l'inflation est venue faire une partie du boulot, et de 2, aussi, une fois qu'on en a fait passer une, on va en faire passer une seconde, et puis on en refait une plus rapidement. Mais il y avait un rapport de force qui était, il fallait quand même que le travail courbe l'échine face au capital. Pour moi, c'est là qu'est le refus. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que, paradoxalement,
on est plutôt mieux avec une retraite par répartition en ce moment qu'avec une retraite par capitalisation, où en fait, on est en train de se rendre compte que les fonds de pension, les fonds de retraite aux États-Unis ou ailleurs, partout, les États-Unis qui sont la retraite par capitalisation reine, sont en train de se faire laminer et que éventuellement, vous avez là aussi une sorte de prise d'otage, c'est-à-dire que la Fed peut dire, si la Fed continue à augmenter ses taux, les fonds de pension s'écroulent et puis les gens qui pensaient avoir une retraite vont se retrouver sans retraite. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, à la limite, la Fed peut dire, non, je suis obligé de rebaisser les taux pour repartir pour un tour et remettre le couvercle, parce que si je fais pas ça, vous n'aurez pas de retraite. Aux États-Unis, la question se pose dans ces termes-là. En France, comme on est sur une retraite par répartition, elle se pose un peu différemment. Moi, dans l'absolu, j'ai pas tellement d'avis entre une retraite par répartition ou par capitalisation, à part que c'est pas du tout un bon moment pour passer en capitalisation aujourd'hui en France, et que on peut faire un régime de retraite par répartition peut faire des stocks, des réserves pour pouvoir ensuite gérer les évolutions démographiques, de la même manière que des régimes par capitalisation peuvent être très mal gérés. Donc, à mon avis, le problème est ailleurs. Mais oui, au fond du fond, vous avez ce problème, on y revient. On ne crée pas assez de richesse réelle par rapport à la richesse fictive, et on est un peu rentré dans un système où tout le monde est extrêmement vicieux, où en fait le capital s'arroge de plus en plus de valeur ajoutée et rend le travail de moins en moins intéressant. C'est un chiffre que moi j'aime bien répéter, c'est-à-dire qu'en 1980, ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est pas récent. En 1980, quand vous prenez la valeur ajoutée de l'économie française, vous en aviez 80% qui allaient au travail et 20% au capital. À la fin des années 80, vous êtes passé à 60-40 à peu près. Et du coup, donc 60 pour le travail, 40 pour le capital. Et le problème de ce truc-là, c'est que ça correspond à peu près à 200 milliards de salaires aujourd'hui qui vont au capital plutôt que d'aller au travail. Ces 200 milliards qui se retrouvent, qui sont mal fléchés vers le capital plutôt que le travail, c'est ce qui oblige l'État à s'endetter. Pardon, je parle en partage primaire. Partage primaire avant les redistributions. C'est parce que c'est justement parce que vous avez ce déséquilibre que l'État est obligé de compenser, obligé de s'endetter, et qu'on se retrouve avec des problèmes de retraite ingérables. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas versé suffisamment de revenus du travail depuis 40 ans. Et donc on a masqué ça avec de l'endettement. Mais le problème, c'est que c'est cumulatif. Quand vous ne versez pas suffisamment de revenus pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un moment où vous arrivez à des effets de seuil.